Alors, le premier temps de cette première partie d'après-midi donc, sera occupé par moi-même, si je puis dire. Donc, par un exposé donc, sur les communautés de chanoines, être chanoine donc, dans une cathédrale au XIe et XIIe siècle, avec quelques exemples qui viennent de la province de Bourges. Ensuite, nous entendrons donc le professeur Vincent Tabag, qui est à ma gauche, donc sur le clergé de la cathédrale, organisation, responsabilité pastorale dans la suite de la chronologie, 1200-1500. Et puis donc nous terminerons ce premier temps de l'après-midi par une communication donc, de Fabrice Delivray sur la primatie des archevêques de Bourges, 3 jalons documentaires entre le XIIIe et le XVe siècle. Donc il me revient, donc après les communications de ce matin, de parler donc des communautés canoniales au XIe et XIIe siècle. Alors effectivement, nous avons donc longuement parlé ce matin de cette cérémonie, de ce rituel de la dédicace du bâtiment cathédral. Et donc, comme vous l'avez compris avec la petite présentation que j'ai commencé à faire pour cet après-midi, nous allons consacrer cet après-midi davantage aux hommes qui ont habité ces cathédrales. Et je me disais, donc en réfléchissant à ce que j'avais envie de vous dire cet après-midi, que contrairement à la vision que donne Victor Hugo dans ce grand roman que vous avez peut-être lu, qui est consacré à Notre-Dame de Paris, qui se déroule au XVe siècle, eh bien le bâtiment n'est pas, le bâtiment cathédral n'est pas vide d'activité. Sous la plume de Victor Hugo, on a le sentiment que Notre-Dame est un vaisseau souvent vide. Au contraire, la cathédrale au Moyen-Âge est habitée, occupée en permanence par des dizaines d'hommes, et quelquefois des femmes aussi, le jour, mais aussi la nuit, ne serait-ce que pour garder en fait le bâtiment la nuit. Et Victor Hugo quand même finit, au bout de quelques centaines de pages, par évoquer dans le cours de son roman les clercs de la cathédrale. Donc il finit quand même par parler un peu de chanoines qui dirigent tous les autres. Et je veux rappeler que l'archidiacre Frollo, qui est un des héros du roman, est certes un archidiacre, mais enfin, avant d'être archidiacre, est un chanoine. Alors, pour voir à quoi ressemblent des chanoines au Moyen-Âge, vous n'avez qu'à feuilleter le magnifique livret qui vous a été fourni ce matin. Et puis, voilà, au fil des pages, dans les miniatures, tous ces clercs en fait, que vous voyez autour des évêques et des archevêques sont, pour beaucoup d'entre eux, en fait, des chanoines. Alors, ces chanoines, qui sont-ils? Comment est-ce qu'on définit en fait, cette fonction dans l'Église? Donc, les chanoines existent au moins depuis l'époque de Charlemagne, même plus précisément l'époque de son fils, Louis le Pieux, je vais y revenir. Comment les définir? Les chanoines, c'est un groupe de clercs qui sont ordonnés la plupart du temps dans ce qu'on appelle les ordres majeurs, donc ils sont sous-diacres, diacres ou prêtres, et qui ont plusieurs fonctions précises, en fait, dès l'époque carolingienne. Première fonction, c'est d'assister l'évêque dans le gouvernement du diocèse, donc d'aider l'évêque à gouverner le diocèse. Deuxième fonction essentielle, c'est celle d'assurer la liturgie des heures canoniales dans la cathédrale, de jour mais aussi de nuit, ou en tout cas très tôt le matin, car il faut se rappeler que cette liturgie des heures qu'on a évoquée d'ailleurs ce matin, cet Opus Dei, n'est pas que le devoir, l'apanage des moines de la société médiévale, mais aussi celle des chanoines. Troisième fonction, les chanoines doivent s'occuper de l'entretien du bâtiment, dont ils ont la charge, donc de la cathédrale quand ce sont des chanoines qui habitent la cathédrale. Et puis quatrième fonction, qui leur prend beaucoup de temps d'ailleurs, et qui, grâce, et heureusement pour nous, historiens et historiennes, a généré beaucoup de documentation, c'est qu'ils gèrent en fait un patrimoine, notamment foncier, qui existe dans le chef-lieu lui-même du diocèse, la cité, mais aussi qui peut très bien être disséminé partout dans le diocèse. Donc un patrimoine foncier qui est essentiel en fait pour faire vivre cette communauté, pour la nourrir, grâce aux revenus que ce patrimoine leur procure. Donc je l'ai dit, ce ne sont pas des moines, ce sont des clercs, et donc en cela ils ne suivent pas de règles monastiques, ce ne sont pas des bénédictins, des cisterciens, etc. Mais ils suivent quand même, en fait, au début de notre période, et notamment à l'époque carolingienne, une règle
qui a été rédigé pour eux par les pères d'un concile important de l'époque carolingienne, qui est le concile d'Aix-la-Chapelle, qui a eu lieu en 816, réuni justement par ce personnage que je citais tout à l'heure, le fils de Charlemagne, Louis le Pieux. Donc un texte qui a été écrit pour réglementer, donner un certain nombre de directives pour réglementer la vie des chanoines, sachant que le supérieur naturel, et je l'ai déjà un petit peu évoqué, le supérieur direct, immédiat de la communauté des chanoines, c'est l'évêque, ou l'archevêque quand on est dans un archevêché. Donc ces chanoines, quand ils vivent dans la cité, ils forment le chapitre qu'on appelle le chapitre cathédral, comme à Bourges, c'est le cas à Bourges, mais il faut savoir, mais on n'en parlera du coup pas pendant ces 2 journées, puisque nous nous préoccupons de la cathédrale et de ses clercs. Mais il faut savoir qu'à l'époque médiévale et jusqu'à la Révolution, ce type de communauté, donc de clercs qu'on appelle les chanoines, ont existé ailleurs, soit donc dans la cité elle-même, et la ville de Bourges comptait un certain nombre de ces chapitres secondaires, soit dans d'autres villes du diocèse. Et donc ces communautés, on les appelait des chapitres collégiaux, pour les distinguer du chapitre cathédral, puisque ces collèges habitaient d'autres églises que l'église cathédrale, mais comme les chanoines de la cathédrale, ces chanoines des collégiales relevaient de la même manière de la direction de l'évêque ou de l'archevêque, même si le prélat n'était pas directement présent, n'habitait pas directement avec sa communauté comme il le fait à la cathédrale. Alors, comme Bourges est un archevêché, l'évêque de Bourges ou l'archevêque de Bourges est à la tête, certes, de son diocèse, mais vous le savez, il est aussi en fait le supérieur hiérarchique de ce qu'on appelle un archevêché ou une métropole ecclésiastique, qui comprend au Moyen-Âge, c'est là que je vous renvoie à ces petites cartes là, qui vous ont été données au début du colloque, parce que vous allez les voir localisées très facilement. Donc archevêché de Bourges, qui comprend donc à l'époque médiévale 7 diocèses, donc 7 chapitres cathédraux. Donc pour les citer, en allant du nord vers le sud, Bourges, bien sûr, Limoges, Clermont, Cahors, Mende, Albi et Rodez. C'est-à-dire, vous le voyez sur la carte, tout le centre en fait du Royaume de France. Alors ces chapitres, donc ces 7 chapitres, sont plus ou moins bien connus en fait au début du Moyen Âge. Qu'en dire de manière générale, ce sont des communautés qui ne sont pas très nombreuses. Je sais que M. Tabac va faire des rapports avec le nord de la France, où on a des communautés cathédrales bien plus nombreuses. Voilà, pour le début du Moyen-Âge, on peut estimer que ces communautés comptent entre 10, pour les plus petites, 20, peut-être maximum 25 chanoines. Leur mode de désignation, donc qui fait qu'on entre dans la communauté, est le plus souvent, autant qu'on le sache, le mode de la cooptation, sachant que dans un certain nombre de ces chapitres de la province de Bourges, l'évêque lui-même est considéré d'une certaine manière comme un primus inter pares, c'est-à-dire un chanoine, enfin un membre de la communauté canoniale. Donc l'évêque participe en fait de cette cooptation. Et puis, ce qu'on sait assez bien, c'est que certains de ces chanoines, donc dans ces communautés, vous voyez d'une dizaine, d'une vingtaine de personnes, ont un titre particulier qui renvoie à une fonction particulière, qui est assez bien documentée dès l'époque de Charlemagne. Donc j'ai parlé de l'archidiacre Frollo tout à l'heure, mais ça n'est pas pour rien, parce que parmi les personnages tout à fait importants dans les chapitres déjà de l'époque carolingienne, on a des archidiacres, qui sont le plus souvent, en fait, et je vais y revenir tout à l'heure, les bras droits, d'une certaine manière, de l'évêque dans la gestion du diocèse. On a des doyens aussi, un doyen, dans les chapitres cathédraux. Alors le doyen, c'est plutôt le chanoine qui va avoir la charge d'âme, en fait, la direction spirituelle, on peut dire, de ses collègues. On a aussi un prévôt, un personnage essentiel, souvent de ces chapitres, parce que c'est lui qui est l'intendant de ce patrimoine dont je parlais tout à l'heure, qu'on appelle dans certains chapitres de la province de Bourges aussi le clavarius, ou l'archiclavus. Alors qu'est-ce qu'on entend derrière ce terme? En fait, ce sont les clés. Donc le prévôt, il est souvent celui qui détient les clés. Les clés de quoi? Les clés du coffre. Donc personnage essentiel. On a aussi bien sûr un chantre, quelquefois sous-chantre ou pré-chantre. Là, vous comprenez, le chantre, c'est celui qui dirige la discipline du chant. On en parlait ce matin, du chant liturgique au chœur.
Et puis on a aussi quelquefois un sacriste ou un sacristain qui garde, et on en parlait aussi ce matin, qui garde le trésor qui est constitué à l'époque médiévale par la vaisselle liturgique, par le linge liturgique, par les reliques, par les documents, aussi les archives du chapitre. Et on voit très bien au début de notre période qu'en fait un même personnage peut très bien cumuler plusieurs fonctions, dont en même temps doyen et archidiacre, enfin voilà, selon des couples qui peuvent varier largement d'une région à l'autre. Et ce qui est intéressant, si on se place donc toujours, on va dire, avant le XIIIe siècle, c'est qu'à notre époque, ça n'est pas forcément lié au grade ecclésiastique. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des clercs, des chanoines qui ont été diacres, voire sous-diacres pendant toute leur carrière, donc ils n'ont jamais accédé en fait au sacerdoce. Et ça ne les a pas empêchés d'être par ailleurs, on va dire de manière un peu anachronique, mais dignitaires, vous voyez, donc personnages tout à fait essentiels dans le fonctionnement de ces communautés. Donc à notre époque, plus précisément au XIe et XIIe siècle, j'en dis un mot, ces communautés canoniales prennent de plein fouet, en fait, les changements qui affectent alors tout le monde chrétien, et qu'on appelle, vous le savez probablement, d'un terme générique, la réforme grégorienne, à partir des années 1049-1050, et qui viennent principalement, en fait, ces changements du milieu pontifical lui-même, à partir de l'élection du pape Léon IX. Alors, quelles sont les caractéristiques générales de cette réforme grégorienne? La première, c'est la volonté de donner ou de redonner, en fait, dans ce milieu du XIe siècle, au cadre de l'Église, et notamment au pape et aux évêques, plus de liberté d'action vis-à-vis des grands du monde d'alors, que sont le roi, l'empereur, le duc, le comte, puisque jusqu'à cette époque-là, en fait, les évêques, et le pape d'ailleurs, parmi eux, si je puis dire, étaient directement désignés en fait, par les grands laïcs, les puissants laïcs de leur époque. Donc un des enjeux de la réforme grégorienne, c'est de faire échapper en fait, la nomination de ces prélats essentiels du monde médiéval que sont les évêques, peut faire échapper cette capacité de nomination aux puissants. Et donc en 1059, très précisément, le pape Nicolas II réunit un synode à Rome et fait admettre un principe fondamental qui va être celui qui va guider, en fait, qui préside au fonctionnement de l'Église médiévale jusqu'au début de l'époque moderne, c'est-à-dire que l'évêque est élu, en fait, et pas désigné. On revient un peu à un principe ancien, puisque l'évêque, dans le principe antique, devait être élu par le peuple et par le clergé du diocèse. Donc on revient à un système électif, mais cette fois-ci au seul profit du clergé, et d'une petite partie, en fait, de clergé du diocèse, en l'occurrence les chanoines du chapitre cathédral. Donc à partir de ce milieu du XIe siècle, les chanoines de la cathédrale, vous l'avez compris, deviennent les électeurs de l'évêque, pas forcément d'ailleurs de l'un d'entre eux, ils peuvent très bien choisir, on a des cas assez fréquents où ils choisissent un personnage en dehors de leur propre sérail. Et vous le comprenez bien, cette mesure est essentielle au milieu du XIe siècle parce que ça valorise en fait considérablement ces communautés de chanoines qui sont ou qui vont être encore plus recherchées qu'elles ne l'étaient auparavant comme un lieu de pouvoir fondamental au sein des diocèses. Et puis deuxième principe assez important de la réforme grégorienne, et Dominique en a dit un mot ce matin, c'est la volonté, beaucoup plus qu'auparavant, de séparer dans le monde d'ici-bas deux domaines, deux sphères, qui sont d'un côté donc la sphère religieuse et de l'autre côté la sphère profane. Donc du point de vue des hommes, les clercs d'un côté et les laïcs de l'autre, on l'a vu très clairement ce matin, avec des attributions fonctionnelles beaucoup plus compartimentées qu'auparavant ou qu'avant la deuxième moitié du XIe siècle. Et donc les chapitres de chanoines, de ce point de vue-là, vont, comme je le disais, prendre de plein fouet, d'une certaine manière, cette volonté de clarifier davantage les choses, parce qu'il faut bien se rendre compte que, jusqu'au milieu du XIe siècle, en fait, beaucoup de ces chanoines, dont j'ai dit tout à l'heure que beaucoup d'entre eux ne sont pas prêtres, d'ailleurs ne sont pas non plus forcément diacres, voire ne sont pas sous-diacres, sont alors mariés. Et qui dit marié dit père de famille. Donc ont un mode de vie qui est certes un mode de vie religieux, ils suivent ce texte dont j'ai parlé tout à l'heure, mais par le caractère, si vous voulez, conjugal de leur vie quotidienne, sont beaucoup plus, vous vous sentez bien, à la frontière, d'une certaine manière, entre un mode de vie purement clérical, en tout cas très différent du mode de vie monastique, et puis un mode de vie un petit peu quand même laïque, par certains aspects.
Alors pourquoi cette situation au milieu du XIe siècle? On pourra y revenir si ça vous intéresse. Notamment, ça vient du fait que le droit, à ce moment-là, n'est encore pas extrêmement clair sur les degrés de cléricature qui emportent le célibat. Mais en tout cas, voilà, à partir du milieu du XIe siècle, la discipline en fait, sur le célibat des clercs, donc ça concerne les chanoines, mais ça ne concerne pas que les chanoines, en tout cas sur le célibat des clercs majeurs, est considérablement renforcée de la part du magistère pontifical. Et le mariage, la vie conjugale, est de plus en plus expressément liée au mode de vie des laïcs, devient vraiment l'apanage des laïcs. Et donc dans les diocèses où les évêques ont été le plus convaincus par ces idéaux de réforme, eh bien, certains chapitres en fait, ont changé leur mode de vie, ont adopté un nouveau mode de vie par l'adoption d'une nouvelle règle qu'on appelle la règle de Saint-Augustin, parce qu'elle est fondée, ou elle a été fondée en grande partie sur les écrits de ce grand-père de l'Église. Règle de Saint-Augustin qui prévoyait un mode de vie beaucoup plus retiré du monde, beaucoup plus fermé, j'ai envie de dire, que le mode de vie auparavant, notamment par la pratique stricte de la clôture. Donc beaucoup plus, vous le sentez, beaucoup plus proche en fait du mode de vie monastique, alors que jusque-là, il faut bien s'imaginer que les chanoines vivent dans des quartiers qu'on appelle souvent des claustras, des cloîtres, mais pas cloîtres au sens architectural du terme, des cloîtres au sens de quartiers potentiellement fermés la nuit, mais au sein de maisons individuelles, et surtout totalement libres de leurs allées et venues dans la journée, et pas du tout à l'intérieur d'un cloître, d'une clôture fermée. Et puis le deuxième élément, évidemment, de l'adoption de la règle d'Augustin, c'est la fréquentation plus assidue du réfectoire commun, encore que beaucoup de communautés de chanoines à cette époque-là ont un réfectoire qui fonctionne très bien, mais surtout du dortoir commun. Ce qui, vous le comprenez, est un meilleur moyen, enfin le meilleur des moyens pour astreindre des clercs à la pratique du célibat, bien sûr. Donc beaucoup de nos, en fait, 4 chapitres de la province de Bourges, à savoir Cahors, Albi, Rodez et Mende, donc 4 sur 7 quand même, dans ce midi du royaume de France où la réforme grégorienne a été la plus efficace, deviennent en fait des chapitres qu'on va appeler désormais des chapitres réguliers pour les distinguer de ceux qui sont restés fidèles en fait aux coutumes carolingiennes, qu'on va désormais appeler des séculiers, entre les années 1072 et 1123. Albi en 1072, Cahors en 1095, Rodez en 1099 et Mende en 123. Et donc progressivement, ce sont des choses qu'on a travaillées récemment, progressivement en fait on ne met pas tous les chanoines dehors pour les remplacer par des autres, on attend en fait que les générations des séculiers meurent, mais simplement on ne fait plus entrer dans la communauté que des réguliers qui ont fait profession en fait de vie régulière. Donc dans ces chapitres du sud de la province de Bourges, ce mode de vie est régulier, donc il les distingue désormais assez radicalement en fait, de leurs collègues du nord, donc à savoir ceux qui sont restés séculiers, donc Limoges, Bourges et Clermont. Donc ce mode de vie régulier dure un gros siècle, et en fait, les chanoines d'Albi, les chanoines de Cahors, les chanoines de Rodez et de Mende sont sécularisés. Donc vous comprenez ce que ça veut dire. Sécularisés, ça reviennent à un mode de vie séculier dans le courant du XIIIe siècle. Mais pendant tout le XIIe siècle, ils sont fidèles à la règle d'Augustin. Donc les autres chapitres, donc Bourges, Limoges et Clermont, restent donc, je l'ai dit, fidèles à leurs coutumes anciennes. Encore que, à l'époque dont je parle, c'est-à-dire deuxième moitié du XIe siècle et XIIe siècle, la règle d'Aix, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, 816, commence à être un peu démodée. C'est une règle qui commence à être ancienne et qui est progressivement en fait abandonnée. Donc que dire de leur style de vie, de leur mode de vie au XIe et XIIe siècle, autant qu'on le connaisse. Donc ce sont, on l'a vu, des communautés assez peu nombreuses, maximum une trentaine de chanoines, dont le nombre, à la différence du XIIIe siècle, n'est encore pas fixé. Donc, d'une génération sur l'autre ou d'une décennie sur l'autre, le nombre de chanoines n'est pas fixe, mais ce sont des communautés stables. C'est-à-dire que peu de chanoines, en fait, changent de chapitre au cours de leur carrière, et sûrement pas hors du diocèse. Donc une fois qu'on est chanoine de Bourges, on a toute chance en fait d'y rester jusqu'à la fin de sa vie, ce qui n'empêche pas, et je vais y revenir, un certain nombre de ces chanoines d'être allés se former éventuellement ailleurs que dans leur diocèse quand ils étaient jeunes, et notamment dans cette deuxième moitié du XIe siècle, dans les écoles de droit
de l'Italie, j'y reviendrai. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de cooptation, pour expliquer le mode de recrutement de ces communautés, pour dire que ce recrutement en fait se fait en interne. Dans les faits, ce n'est pas tout à fait juste, parce que ce que l'on observe dans la documentation, c'est que le mode d'intégration le plus fréquent, en fait, le mode de recrutement le plus fréquent dans les chapitres, ça vient du fait que les chanoines accueillent régulièrement des enfants, en fait, qui sont donnés par leurs parents pour les faire chanoines. Et donc la communauté reçoit, et c'est là qu'évidemment elle contrôle d'une certaine manière son propre recrutement, reçoit ces tout jeunes gens, souvent des enfants, comme futurs chanoines. Donc inutile de dire qu'au XIe et XIIe siècle, on ne parle pas, vous voyez, de vocation individuelle, de choix de vie individuel. Il est rare qu'on ait demandé à l'enfant s'il était d'accord, pour devenir chanoine. Là où je dois un peu tempérer quand même ce que je viens de dire là, c'est que certains textes quand même mentionnent le fait que le père qui veut faire entrer donc son enfant, son jeune fils dans la communauté, prévoit quand même que l'enfant devenu grand pourra éventuellement redevenir laïque, s'il le souhaite. Donc il y a quand même cette possibilité, vous voyez, laissée à ce jeune clerc de rester dans la communauté, de devenir chanoine une fois adulte ou de revenir à la vie séculière. Et on a un bel exemple à Limoges d'un chanoine donné enfant vers 1060 à peu près par ses parents. Et puis on arrive à le suivre, vous voyez, en train de commencer à devenir grand dans la communauté canoniale de Limoges. Et puis on a une lettre de l'évêque de Limoges, 1110, donc vous voyez, le garçon a eu le temps de grandir. Et l'évêque de Limoges lui écrit pour lui dire tu es parti, donc il s'adresse en fait à lui. Tu es parti, mais reviens, quoi. Voilà, c'est ta mère nourricière, c'est une très belle lettre d'ailleurs. L'église de Limoges a été ta mère nourricière, tu as été nutritus, voilà. C'est là que tu as tout appris, et donc reviens parmi nous. Malheureusement, on ne sait pas si le dit chanoine n'est jamais revenu. Mais c'est un très, très bel exemple, tout à fait touchant. Alors, ce que je dis là n'exclut pas des entrées dans la communauté à l'âge adulte. On a aussi des cas de clercs qui deviennent chanoines à un âge adulte, peut-être quelquefois des hommes plus âgés ou des veufs qui entrent dans la communauté. Alors le don qui a sorti cette entrée, de toute façon, jeune ou adulte, explique aussi que toutes les catégories sociales, vous vous en doutez, ne fournissent pas de chanoines. Puisqu'il faut, quand on entre dans la communauté, assortir cette entrée dans la communauté d'un don foncier ou d'une rente, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et donc autant qu'on puisse le savoir, parce que la prosopographie, c'est-à-dire l'étude fine, si vous voulez, des milieux sociaux canoniaux de cette époque-là n'est pas facile à faire, surtout que tout le monde porte le même prénom. Donc on n'a que des Géraldus, des Émericus, donc pas facile de savoir quelles sont les familles qui sont derrière ces personnages. Bon, je ferme la parenthèse du point de vue méthodologique, mais autant qu'on puisse le savoir, il s'agit souvent quand même de nobles, de gens qui sont issus de la noblesse, mais pas forcément de la noblesse, si vous voulez, la plus prestigieuse, celle des familles ducales, comtales, voire vicomtales. C'est plutôt une noblesse moyenne, de famille seigneuriale, qui tient à avoir à chaque génération en fait un fils qui entre dans la communauté canoniale. Et c'est vraiment à la toute fin du XIIe siècle qu'on commence à voir apparaître dans certains chapitres, et encore je le dis pour des chapitres collégiaux, c'est peut-être pas évident que ce soit vrai pour les cathédrales qui sont plus prestigieuses, on commence à avoir quelques fils de la bourgeoisie, on va dire pour aller vite, qui commencent à intégrer ces rangs très prisés des chapitres cathédraux, mais c'est une diversification sociale qui est en fait très lente et très mesurée. Alors quand ces communautés sont restées séculières, c'est le cas de nos 3 chapitres du nord de la province, je pense que vous l'avez senti, elles sont largement restées ouvertes en fait au monde laïque qui les entoure, et notamment à ces familles qui constituent déjà le vivier du recrutement, mais aussi les familles qui vivent sur les propriétés foncières en fait, du chapitre, soit dans la ville, soit dans le diocèse. Propriétés d'ailleurs qui s'enrichissent assez considérablement dans les 2 siècles qui nous occupent, là, au XIe et XIIe siècle, alors que par ailleurs, c'est un peu normal, on est dans une époque médiévale où l'Occident se peuple et s'enrichit, donc les communautés canoniales en profitent comme toutes les autres.
Alors plusieurs éléments montrent cette proximité forte quotidienne avec le monde laïque, puisque beaucoup de familles laïques demandent, souvent en échange de dons bien sûr, que les chanoines s'occupent particulièrement de prier pour eux. Et on comprend très bien que ces familles confient, soient tout à fait confiantes dans l'efficacité de la prière des chanoines, parce que, comme les moines, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des spécialistes en fait de la prière, des spécialistes de la liturgie. Et donc ils profitent de la même manière que les communautés monastiques de ces dons qui affluent en contrepartie évidemment de la prière. Et puis on le sait aussi, notamment par l'archéologie, les chanoines accueillent beaucoup ces laïcs entre leurs murs pour les inhumer, pour les enterrer, soit dans la cathédrale, soit dans le cloître, voire dans la salle capitulaire, c'est-à-dire là où les chanoines se réunissent régulièrement, une fois ou plusieurs fois pendant la semaine, pour débattre de leurs affaires. Et puis, dernier élément qui montre, voyez, cette proximité avec le monde qui les entoure, on a plusieurs exemples de laïcs, hommes et femmes, c'est ça qui est intéressant, qui se donnent en fait, qui donnent leur personne et leurs biens à la communauté. On appelle ça, dans le langage des historiens, une autotradition. On se donne soi et ses biens à la communauté. Souvent, la contrepartie étant que ces couples attendent de la communauté canoniale qu'elle leur fournisse, notamment à la fin de la vie, dans la vieillesse ou dans la maladie, les moyens de subsister, c'est-à-dire le vivre, et quelqueaufois même le vivre et le couvert, et quelquefois même peut-être le gîte, donc autour de la cathédrale. J'avance en disant qu'une autre caractéristique de ces communautés de chanoines de cathédrale à notre époque tient évidemment à leur dimension intellectuelle, et notamment à la dimension scolaire de ces institutions. On a vu ensemble que les chapitres accueillent des enfants. Je le disais tout à l'heure, qu'il s'agit donc de nourrir, de vêtir, de chauffer, mais aussi d'éduquer. Et depuis l'époque de Charlemagne, on le sait, les cathédrales sont tenues d'entretenir une école au sein de leur cloître, au sein de leur quartier, d'abord destinée aux jeunes clercs qui vont poursuivre ensuite une vie religieuse. Et au XIe siècle, la documentation nous permet de connaître dans les chapitres des chanoines des cathédrales un certain nombre d'entre eux qui endossent des fonctions d'écolâtres. Donc on entend bien cette dimension scolaire dans le titre d'écolâtre, magister scholarum, un maître des écoles, ou encore capiscole. C'est la même chose, mais plutôt dans la partie qui parle la langue occitane de notre province, qui sont d'ailleurs aussi souvent des chantres en même temps, ce qui s'explique bien, puisque le même personnage, en fait, comme maître d'école, enseigne les arts libéraux aux enfants, la grammaire et le latin, mais aussi le chant, quand ces enfants et ces adolescents sont au cœur. Et donc les chanoines de cette époque, et j'y insiste, avant la naissance des universités, qui ne se situent qu'au XIIIe siècle, sont souvent les lettrés, les intellectuels les plus éminents de leur diocèse, avec les moines des grandes communautés des mêmes diocèses. Ils portent, à partir de la fin du XIe siècle, le titre prestigieux de magister, magistri, ce sont des maîtres, ou iuris spiritus, donc experts en droit. Et pour certains d'entre eux, ils étudient le droit, la théologie, la médecine, et on sait qu'ils échangent en fait beaucoup de correspondances intellectuelles d'un siège cathédral à un autre. Et on sait aussi que certains d'entre eux, comme maîtres, ouvrent des écoles privées, on va dire d'une certaine manière, dans leur maison au cloître, où ils peuvent accueillir un plus large public que les jeunes clergents qui sont destinés à devenir des chanoines. Donc ces foyers intellectuels qui sont liés et reliés aux cathédrales sont bien connus, en tout cas pour les plus connus, à Laon, à Chartres, à Poitiers ou encore à Orléans. Et on le sait, sont quelquefois d'ailleurs des foyers de critique intellectuelle, voire de contestation intellectuelle sur le plan théologique, qui a valu à un certain nombre de chanoines de passer un mauvais moment pour procéder d'hérésie. Alors rien d'étonnant donc au XIIe siècle, ces institutions, et je finis par là, voient naître ce que l'historiographie appelle des chancelleries, c'est-à-dire que le monde de ces cathédrales, c'est un monde, là aussi, d'une certaine manière, de la même manière corrélé avec ce qu'on voit dans les grands monastères, c'est-à-dire que c'est là qu'on a des petites équipes de scribes, de notaires, qui sont ou non d'ailleurs des chanoines, et qui participent à la rédaction des actes de la pratique.
pour les dons, pour les ventes, pour les règlements des conflits, dont le nombre, on doit le dire, explose littéralement dans le courant du XIIe siècle, au point que les historiens parlent pour cette époque de révolution documentaire. Et on comprend bien, parce que là où on apprend l'écriture, là où on apprend la lecture, pardon, on apprend aussi l'écriture, on apprend aussi l'art de rédiger les textes officiels, les actes. Et on connaît là aussi quelques biographies de chanoines entrés jeunes à la cathédrale, soigneusement éduqués sur place et qui deviennent, nous disent les textes, cancellarius, c'est-à-dire chanceliers, c'est-à-dire qui dirigent en fait ce petit service d'écriture qui produit en fait tous les actes dont le chapitre cathédral a besoin, et d'ailleurs pas simplement le chapitre, parce que très souvent en fait voilà, tous les personnages du diocèse qui ont besoin de faire écrire des actes ont recours en fait à ce cabinet d'écriture qui existe à la cathédrale. Alors je termine en disant qu'on pourrait, avec mon exposé, penser que les chanoines sont un peu enfermés quand même, vous voyez, dans la cathédrale, encore que je viens de dire qu'ils sont quand même largement ouverts au monde qui les entoure, mais enfin qui ne quittent pas tellement Bourges, voilà, quand on est dans le diocèse de Bourges, et en fait, pas du tout. Parce que quand on étudie la manière dont ils assistent, notamment l'évêque ou l'archevêque dans la gestion du diocèse, eh bien on voit qu'en fait, ils circulent en fait, beaucoup dans le diocèse. Effectivement, et notamment les archidiacres dont j'ai parlé tout à l'heure, un certain nombre d'entre eux, donc pas tous les chanoines du chapitre, mais ceux qui en ont plus particulièrement la mission, et notamment les archidiacres, ont pour fonction, aux côtés de l'évêque, de gérer le diocèse au quotidien. Et on doit aussi l'ajouter, c'est quand il y a vacances du trône épiscopal, donc voilà, on est dans une période entre deux évêques, eh bien c'est le chapitre cathédral qui est vraiment le gestionnaire plein et entier du diocèse, mais par définition c'est de manière temporaire en attendant l'élection du suivant. Et donc au XIIe siècle, certains chanoines du chapitre, notamment les plus gradés, les plus, on imagine, ceux qui en ont la compétence, participent en fait à cette administration au quotidien avec leur évêque, se déplacent régulièrement avec lui au sein du diocèse quand il s'agit notamment d'aller enquêter sur place sur des conflits un petit peu épineux entre familles, entre communautés religieuses, entre familles et communautés religieuses. Et on voit aussi très bien les archidiacres qui sont dépêchés souvent sur place par l'évêque, qui ne peut pas être partout en même temps, et qui viennent ensuite au siège de la cathédrale faire leur rapport sur les enquêtes qu'ils ont menées sur place. Donc on peut le dire, et c'est en lien aussi avec ce qu'on disait ce matin, à une époque, je le disais, un XIIe siècle où la chrétienté se peuple, se remplit d'hommes et de femmes, eh bien, ces chanoines des cathédrales participent à l'élaboration d'un encadrement territorial beaucoup plus serré qu'auparavant, créant des églises nouvelles, créant des cimetières nouveaux, et donc consacrant ces églises, bénissant ces cimetières, redéfinissant aussi régulièrement ce qui relève de la juridiction de telle ou telle communauté en matière paroissiale, redéfinissant qui doit payer telle redevance à telle ou telle juridiction. Et naissent donc en fait progressivement, à la fin du XIIe siècle, ce qu'on va donc appeler désormais des archidiaconés, c'est-à-dire des subdivisions du diocèse, à la tête desquelles va se trouver affecté en fait un archidiacre, sachant que d'un diocèse à l'autre, on peut avoir, ça dépend de la grandeur du diocèse. Enfin, Clermont, Limoges et Bourges sont des diocèses tout à fait importants. On peut avoir 4 ou 5 archidiacres, et donc, un jour, si je puis dire, 4 ou 5 archidiaconés. Et pour peu qu'on les connaisse, moi j'ai mené cette étude plus particulièrement pour Limoges, pour peu qu'on les connaisse, eh bien, on se rend compte que ces personnages, qui sont vraiment des auxiliaires de l'évêque, vous l'avez compris, dans la gestion du diocèse, sont en fait issus de différentes régions du diocèse. Et donc, en fait, ces personnages, ils connaissent très bien les lieux où l'évêque les envoie administrer en son nom. Ce sont vraiment des maillons, si vous voulez, entre le centre et la périphérie, dans un monde qui bouge, dans un monde qui circule, bien plus qu'on ne le se représente souvent, et au sein duquel ces réseaux de parenté, de connaissances, d'amitié sont redoutablement efficaces. Je finis en disant donc à la fin du XIIe siècle, donc à la veille du XIIIe, on va le voir avec Vincent Tabag, le recrutement de ces communautés, le mode de vie de ces communautés vont encore changer. Les chapitres des cathédrales, donc les chanoines de nos cathédrales, et notamment les chanoines de Bourges, ont constitué des communautés, j'espère l'avoir montré, vous voyez, structurées, cohérentes, puissantes,
et qui ont été en grande partie tout à fait en capacité d'assurer le financement des églises, de leurs cathédrales, de leurs magnifiques églises dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Je vous remercie.